Donc bonjour, je suis Fabrice Clotilde, directeur adjoint de l'EM Pro de la résidence sociale. Donc c'est un établissement en fait qui reçoit 34 jeunes de 14 à 20 ans en situation de handicap. Il y a le mot partagé en fait qui m'a fait me pencher sur ce dossier là en fait. Très concrètement, il y avait l'aspect sport, partager, le fait de, je dirais, mélanger les publics sans barrière, quelle qu'elle soit, handicap, pas handicap, etc. Et de se dire, on prend les gens comme ils sont et puis on fait quelque chose ensemble. C'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Et l'idée, c'est qu'on se retrouve autour d'une activité commune et puis que les uns et les autres, en fait, au niveau des jeunes, puissent se découvrir et de se dire, ok, au départ, on est un petit peu différent, mais en fait, finalement, on adore les mêmes choses, on peut pratiquer les mêmes choses, etc. J'ai toujours un temps d'échange avec mes jeunes le mardi matin, comment ça s'est passé. Et en général, j'ai que des retours positifs, ils sont contents. Je me dis, bon, finalement, c'est que ça a du sens, en fait. On va avoir une tendance peut-être à être dans la surprotection par rapport à nos jeunes. Tiens, mon fils, il voudrait faire du football, mais ça s'est pas bien passé dans le club de foot, etc. Donc du coup, je retente pas l'expérience ailleurs. Donc finalement, l'enfant ne fait rien du tout. Et moi, je me sentais mal à l'aise en tant que professionnel à dire à des familles... ce serait bien que votre enfant fasse des activités. Mais une fois qu'on a dit ça, il ne se passe pas grand chose en fait, quoi. Donc là, l'idée, je trouvais que le projet sport partagé était bien parce que ça nous amenait une réponse concrète. Et l'idée, c'était de se dire, là chez nous, on a 6 jeunes qui le font, les retours sont plutôt positifs. Et de se dire, voyez, au local, il peut se passer des choses. Donc là, c'est un premier pas vers en fait à la fois l'autonomie et le loisir. Se dire, ah oui, si je mets le nez à la fenêtre, il y a des choses en fait à proximité. Je te parlais d'une association hip-hop art. Techniquement, pour moi, le sport partagé a permis indirectement à ce que des jeunes puissent aller en fait fréquenter cette association à l'extérieur. Et si on part du postulat qu'on est tous pareils entre guillemets, ça me semblait important aussi que les jeunes que j'ai ici puissent avoir des moments de détente. Tiens, le jeune qui se prend en main tout seul et puis qui est capable d'aller sur un lieu sportif. Indirectement, il a fait une activité qui lui plaît. Ça a laissé aussi de la place peut-être aux parents et aux familles de pouvoir partager des choses avec le jeune. Et surtout, ça peut aussi rassurer les parents. Tiens, mon enfant, il est capable d'investir un lieu. C'est finalement d'y aller en fait, et de s'enlever ce frein-là. C'est-à-dire que avant d'être en situation de handicap, ce sont des ados. Donc pour moi, le postulat de départ, ce sont des ados avec les envies, les aspirations d'adolescents classiques. Et après, de par la rencontre, des interactions, je vais apprendre le mode d'emploi de Julien, de Jules, de Fabrice, ainsi de suite. Et finalement, on se rend bien compte qu'il y a des spécificités,
Mais par contre, concrètement, ça reste des adolescents comme les autres. Enfin, je dirais un diplôme c'est toujours bien, mais j'ai envie de dire ça rassure surtout le professionnel et surtout l'employeur ou celui qui tient le mouvement. Après moi j'aurais plus tendance à parler de bon sens, d'amour des autres. Enfin si on a envie d'aller vers les autres et puis qu'on a un minima du bon sens, a priori on a tout pour réussir. Si je dois parler des stages, enfin de la démarche de formation et puis des stagiaires qu'on a accueillis sur notre structure, je pense que ça a cassé beaucoup peut-être d'idées reçues, de craintes, de fantasmes. Enfin, ça a cassé beaucoup de choses du point de vue des stagiaires. Ça, je pense qu'ils sont repartis peut-être avec aussi de la sérénité, à de se dire, une fois que ces idées reçues étaient cassées, et finalement, oui, c'est un monde qui peut m'intéresser. C'est aussi important qu'il y ait de la lumière faite sur ces initiatives. Plus on parle de nous, mieux c'est. Parce que finalement ça va faire du bruit, peut-être que ça donnera l'idée à d'autres structures de se lancer dans le projet, peut-être que ça donnera l'idée à des partenaires politiques, institutionnels d'appuyer ces démarches. Dès lors qu'on commence à y mettre un petit peu de handicap, ça peut faire peur. Et donc du coup ce type d'événement, de gros festival, peut aussi permettre de dire à ces acteurs des initiatives locales, vous voyez finalement ça s'est bien passé, vous avez passé une super journée ou une super semaine, donc allez-y. Donc se retrouver autour d'un festival comme ça, ça peut permettre aussi derrière de renforcer des liens ou créer des liens au niveau local. Le fait que les collèges viennent pour ce festival, c'est un truc énorme, c'est trop bien. Ça sensibilise tout le monde à ce que c'est que la situation de handicap, de faire en sorte que ce ne soit plus un tabou, de faire en sorte que ce ne soit plus un cliché. Ce qui était bien, c'est que les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme ont fait exactement les mêmes choses que les personnes qui n'en avaient pas. On est tous passés sur le devant de la scène, tout le monde a dansé, tout le monde a proposé un mouvement, c'était cool. On avait un rythme ensemble. Du coup, ils savaient quand j'allais taper sur le tapis, ils savaient quand j'allais avancer, donc on s'entraidait. On faisait du partage. C'est comme des frères et sœurs pour moi. Les collégiens, ça me dérange aucun problème. C'est trop bien. Je suis trop contente. Ça fait plaisir. Chaque année, le festival change de ville et chaque année, on propose à chaque ville qui l'accueille, à la suite du festival, de créer dans sa ville un équipement sportif dans lequel on va proposer des créneaux d'activités en pratique partagée de manière régulière. Nous, notre objectif à long terme, c'est que les associations sportives dans chaque ville de Seine-Saint-Denis soient en capacité d'accueillir des publics en situation de handicap dans le cadre d'une pratique partagée. Ça veut dire quoi EPS? Ça veut dire la physique et sportive. Physique et sportive.
Nous allons réaliser l'actu d'éducation physique et sportive avec Angelko Svidrin. Bonsoir Angelko. Bonsoir Bruno. Alors, comme tu veux pas être là ce soir, je vais te poser quelques questions sur l'actualité de l'éducation physique et sportive et de l'école plus généralement. Alors, on a vu dans le paysage politique qu'il y a une prochaine mobilisation le 6 juin autour de la question des retraites. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, effectivement, l'intersyndicale au grand complet a décidé d'appeler les salariés à une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites, effectivement le 6 juin, qui fait suite à l'ensemble des autres journées de mobilisation, dont un 1er mai historique en termes de nombre de participants. Le SNEP et la FSU s'inscrivent évidemment une nouvelle fois dans un appel fort pour que nos collègues au plus grand nombre suivent cette journée d'action, de façon à ce qu'elle soit une nouvelle fois une journée historique, disons-le très clairement, en sachant que cette mobilisation est devenue symbole pas seulement d'une mobilisation contre la réforme des retraites, évidemment au premier lieu, mais aussi contre un projet de société, de civilisation, je dirais, contre un ensemble de projets néolibéraux qui aujourd'hui, pour prendre quelques exemples, portent sur les salaires, sur l'emploi, pour ce qui nous concerne la réforme de la voie professionnelle, la réforme collège à venir, etc., etc. Alors justement, sur les salaires, vous êtes plutôt content, le SNEP, des annonces du ministre sur la question salariale, ou plutôt mécontent? Comment vous percevez ces annonces qu'il a réalisées il y a maintenant quelques jours? Ben, pour répondre, je vais donner quelques éléments très rapidement qui permettront à chacune et à chacun d'apprécier la situation. Alors, le président de la République avait promis 10% d'augmentation immédiate pour l'ensemble des enseignants et enseignantes. Or, aujourd'hui, nous sommes à 5,5% en moyenne, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, contrairement aux annonces, d'augmentation dont les enseignants et enseignantes vont bénéficier sur la base d'une augmentation indemnitaire et non pas de point d'indice, premièrement. Deuxièmement, on peut dire que compte tenu de l'inflation, environ 70% des collègues auront perdu du pouvoir d'achat. 70%, ça veut dire qu'à peine 30% verraient provisoirement leur pouvoir d'achat amélioré. Deuxièmement, pour finir de répondre à ta question, il est question du pacte et du socle, pour employer le vocabulaire ministériel. Le fameux pacte qui nous est proposé n'est ni plus ni moins qu'une nouvelle version de travailler plus pour gagner plus, en sachant qu'au final, on ne gagnerait pas plus. Je viens de le dire avec 3 chiffres en début de ma réponse. Le pacte est, de notre point de vue, ni plus ni moins qu'une façon de s'attaquer une nouvelle fois au statut des enseignants, dont le statut spécifique des enseignants de PS, et à leurs obligations réglementaires de service. Nous pensons que notre profession doit refuser de signer le pacte, car le pacte est, je l'ai dit, un outil de destruction néolibérale. À ce sujet, ce matin même, l'intersyndicale au grand complet a quitté le CSA ministériel, l'instance qui traite des questions salariales, notamment parce que le ministère refuse toute discussion et négociation, qui est la demande de l'intersyndicale et de la FSU et du SNEP en son sein. Donc face au refus, il y a un boycott de la séance, ce qui n'est pas notre habitude. Alors on est sur la dernière soirée de l'éducation physique et sportive de l'année. L'année prochaine, c'est quand même une année qui va être marquante pour le sport. Année olympique, on a entendu à plusieurs reprises dans les médias l'idée d'héritage, et d'un héritage y compris que l'on pourrait attendre pour l'école, notamment pour l'éducation physique et sportive. Alors le SNEP, comment engage-t-il cette nouvelle année dans la perspective des JO? Est-ce qu'il suppose qu'effectivement on puisse obtenir un héritage pour l'éducation physique et sportive en 2024? Alors, effectivement, nous rentrons dans la dernière ligne droite de préparation des Jeux Olympiques. Nous pensons que compte tenu des mesures prises par notre ministère, celui de l'Éducation nationale, en vue de soutien à la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, nous avons utilisé, je répète ici, le slogan « Les Jeux Olympiques déshéritent l'éducation physique et sportive et le sport scolaire ». Dans le sens où, là où nous revendiquons, nous pensons qu'il faut une mesure forte, nous revendiquons 4 heures de PS, de la 6e à la terminale pour toutes et tous, d'horaires disciplinaires. Aujourd'hui, nous avons des mesures comme 2 heures de sport en plus de l'EPS, qui est une mise en concurrence, nous l'avons déjà dit et écrit par ailleurs,
entre l'EPS, le sport scolaire et les structures sportives des clubs locaux. Compte tenu de cet état des choses, le SNEP-FSU a voté lors de son dernier Conseil délibératif national, il y a quelques jours, un texte d'action dans lequel il y a très clairement une perspective mise en place, adoptée par le SNEP, pour l'année 2024, d'une grève spécifique EPS, à laquelle le SNEP appelle d'ores et déjà la profession. Alors il y aura beaucoup de communication et une véritable campagne, un plan d'action que nous allons mener d'ici là, pour contribuer à mobiliser et à informer la profession en premier chef. Quel format cette grève, donc quelle manifestation, action sera mise en place au final, nous verrons, c'est pas encore décidé, mais d'ores et déjà nous avons placé dans le paysage cette grève spécifique qui est une première depuis plus de 15 ans dans notre pays. Merci beaucoup Angelco. Retour donc du coup à la soirée de l'éducation physique et sportive sur EPS et inclusion. Bonsoir, bienvenue à la 7e soirée de l'éducation physique et sportive. Ça sera la dernière de l'année scolaire. Alors ce soir, on a une soirée de l'EPS sur EPS et inclusion. Les enseignants d'éducation physique et sportive ont depuis de très nombreuses années été sensibles à la question de la réussite de tous et de toutes dans les séances. Mais en regardant un peu plus près, on doit être en permanence vigilant sur la question des inégalités, que ce soit de classe ou de sexe. Dans la diversité des élèves, certains d'entre eux sont en situation de handicap et sont aussi scolarisés avec les autres élèves et ils peuvent être porteurs de handicap soit moteur, soit mentaux. Le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit fondamental. Les enseignants ont dû faire face à l'accueil de ces enfants sans forcément de formation, sans moyens supplémentaires et réaliser des propositions différentes en fonction des besoins particuliers sans pour autant très bien les identifier. Avancer comme une idée indiscutable, la question de l'inclusion ou la notion d'inclusion semble être une notion de modernité qui cache finalement peut-être un effritement du service public d'éducation. Comment réaliser et garantir un réel droit à l'éducation pour tous et toutes? Quelles propositions concrètes nous pouvons faire? Une soirée de l'éducation physique qui a pour but de montrer dans quelles conditions une école et une éducation physique sportive inclusive sont possibles. Avec nous ce soir pour en discuter, nous avons plusieurs invités que je vais vous présenter rapidement. D'abord Jean-Pierre Garel, chercheur associé au laboratoire Culture, Éducation, Société de l'Université de Bordeaux. Bonsoir Jean-Pierre. Nous avons aussi Linda Vischietti, professeure de PS de l'Académie de Rennes et qui est aussi membre de la direction nationale du SNEP-FSU. Bonsoir Linda. Didier Séguillon, professeur à l'Université de Nanterre. Bonsoir Didier. Et en direct de l'Académie d'Aix-Marseille, Jean Cuigier, qui est aussi secrétaire académique du SNEP d'Aix-Marseille. Bonsoir Jean. Merci à tous les quatre d'être présents et présentes ce soir pour discuter avec nous de cette question-là. On va commencer un premier temps finalement autour de définition pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce que révèle cette notion d'inclusion. Alors, Jean-Pierre, ma première question sera tournée vers toi. Tu as écrit de nombreux articles qu'on pourra d'ailleurs partager, hein, quelques articles sur notre page du SNEP-FSU. Tu as été aussi l'un des artisans, une cheville ouvrière très active pour le contre-pied EPS Handicap, qui a presque maintenant une dizaine d'années, si je me trompe pas. Ton travail était à la fois théorique, mais aussi pratique, puisque tu as fait de nombreuses propositions pratiques pour les collègues d'EPS sur la question de la formation, sur la question des enfants à besoins particuliers, sur les enfants en situation de handicap, comment faire et apprendre en éducation physique et sportive. Alors, au début, quand on a discuté un peu pour la préparation de cette émission, très vite, nous avons vu qu'il y a quelque temps, on parlait d'intégration. Aujourd'hui, cette notion nouvelle arrive. Inclusion, est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce qu'elle est porteuse d'un sens différent? Est-ce que tu peux nous préciser qu'est-ce que change la notion d'inclusion par rapport à la notion d'intégration? Bonsoir à toutes et tous. Alors, le terme d'inclusion et ses déclinaisons, inclusif, inclusive, inclusivité aussi, il est aujourd'hui très présent dans des discours venant d'horizons très divers. Et il y a une injonction à l'inclusion, soyez inclusifs.
Mais en fait, le concept d'inclusion est pas si clair que ça. On peut l'entendre, il est entendu, hein, dans les faits, de deux manières différentes. Donc, je distinguerai en tant que produit et en tant que processus. En tant que produit, être inclus, c'est être au sein d'un ensemble. Pour des personnes en situation de handicap, c'est notamment participer à des séances d'éducation physique, puisque là, on est sur le thème de l'EPS, parmi des élèves ordinaires, au sein d'une classe typique, on va dire. On parle souvent d'élèves typiques et d'élèves atypiques. Voilà. Bon. Est-ce que ça suffit pour être inclus que d'être parmi les autres? Écoutez, bon, j'ai convoqué Pierre Bourdieu et Patrick Champagne, hein, qui ont dit qu'on peut être exclu de l'intérieur. Ben, évidemment, c'est pas parce qu'on est au sein d'un groupe qu'on est bien accepté et qu'on va trouver forcément moyen de tirer des bénéfices de ce qu'on peut attendre d'une belle idée d'inclusion. Voilà. Et donc, dans un second sens, et puis, avant même de dire ça, je voudrais pointer que une pratique entre soi, à l'opposé d'une pratique partagée, une pratique entre soi peut apporter des bénéfices, hein, y compris en termes d'inclusion sociale. Je pense aux sportifs de la Fédération handisport, de la Fédération française du sport adapté, qui trouvent des bénéfices à travers une pratique entre soi. Donc, le produit, le fait d'être parmi les autres, en milieu ordinaire. En tant que processus, l'inclusion, c'est la lutte contre les exclusions. Toutes les exclusions. Et un objectif central qui est avancé dans les discours, les analyses, un objectif central de l'inclusion, c'est de favoriser la participation sociale des personnes handicapées. C'est vraiment l'objectif central. Alors, qu'est-ce que c'est que la participation sociale? On peut l'entendre de deux manières. D'une part, c'est avoir des relations sociales, s'inscrire, être inscrit dans un réseau de sociabilité, et d'autre part, et fondamentalement, hein, c'est ce qui est développé dans les discours sur la société inclusive, fondamentalement, c'est avoir accès à des domaines qui devraient être ouverts à tout le monde. C'est quoi? C'est l'éducation, que tout le monde ait accès à l'éducation, que tout le monde ait accès à la santé, et accès au travail, et accès à des loisirs, et accès au sport. Voilà. Et de ces réflexions sur une société inclusive et sur les actions à conduire pour y mener, il y a un concept qui émerge, c'est l'accessibilité. Alors, l'accessibilité, elle est présentée comme le principe organisateur de société inclusive. Et cette accessibilité, elle ouvre une source de droit pour accéder à tous les domaines que j'ai évoqués tout à l'heure. Il faut comprendre que cet accent sur l'accessibilité, elle est liée à une conception du handicap qui est, enfin, nouvelle, pas si nouvelle que ça. C'est ce qui fait parler aujourd'hui d'inclusion plutôt que d'intégration. Quand on parle d'intégration, on dit, mais c'est très schématique tout ça, mais bon, voilà, c'est le discours. Hein. On dit que l'élève n'était intégré que dans la mesure où il s'adaptait aux normes de l'école. Dans l'inclusion, on dit que c'est à l'école de s'adapter aux caractéristiques de l'élève. Alors c'est vrai que c'est un changement fondamental. Maintenant, est-ce que historiquement c'est totalement fondé? Non. Non. Moi, j'ai pas mal été dans des collèges, j'ai interviewé, j'ai filmé, j'ai des films qui sont toujours d'ailleurs disponibles à l'Inès Sochard et en vente. Hein. Je fais pas de promotion, mais bon, voilà. Et j'ai filmé des collègues qui faisaient de l'inclusion, c'est-à-dire qui s'adaptaient parfaitement aux élèves. Et aujourd'hui, bon, là, je suis pas allé dans l'établissement scolaire récemment, mais bon, je pense que il y a toujours des pratiques où finalement, bon, on demande aux élèves de s'adapter à des normes qui ne sont pas adaptées. L'accent sur l'accessibilité est lié à une nouvelle conception du handicap, telle que, on va dire que dans le modèle de l'intégration, c'est un peu schématique, mais c'est ça. On est passé, avec l'intégration d'un modèle individuel et médical
du handicap à aujourd'hui une conception, alors qu'on va qualifier le plus souvent de sociale, qu'on peut qualifier aussi d'écologique ou systémique. C'est-à-dire, on va prendre en compte l'interaction entre les caractéristiques de l'individu et l'environnement. Et c'est ça, l'inclusion, fondamentalement, suppose, pour permettre l'accessibilité, de prendre en compte conjointement les caractéristiques individuelles et l'environnement. J'aime bien parler de situation, hein. On a parlé, Pierre Miner, dans les années 80, parlait de handicap situationnel, handicap de situation. Je trouve que voilà, c'est un équivalent que j'aime bien évoquer. En EPS, la situation dans laquelle se trouve un élève, c'est l'activité à laquelle il est confronté, les savoirs auxquels il va être aussi confronté, et puis c'est le contexte physique, c'est le contexte humain, c'est le contexte réglementaire aussi. Merci Jean-Pierre. Alors, pour continuer peut-être avec toi, Didier Séguillon, donc professeur à l'Université de Nanterre, tu es historien des pratiques adaptées, tu es actuellement directeur d'une nouvelle collection avec la revue EPS, qui publie une série d'ouvrages sur ces questions-là. Jean-Pierre disait que justement, sur la question du passage de l'intégration à l'inclusion, c'est cette bascule d'un environnement centré essentiellement sur l'individu, avec une dimension très médicale, vers une prise en compte plus dialectique, plus complexe, notamment dans son rapport avec l'environnement. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur la construction historique de ce concept-là, comment il est apparu, quels sont un peu les moteurs, les dynamiques, si tu peux pointer aussi des points marquants dans, sans faire une histoire totale de la notion d'inclusion, mais des points marquants un peu dans les quelques dernières années de cette évolution-là. Merci Bruno. Je vais utiliser un support visuel, ça permettra un petit peu de poser un petit peu la réflexion. Donc si on pourrait avoir le diaporama. Voilà. Alors j'ai pris une première diapositive que je suppose que tout le monde a au moins croisé un petit peu sur Internet, parce que bon, heureusement, c'est bien, c'est que ça, à l'intérieur de ce côté-là, c'est bien, parce qu'il y a c'est des choses qui bougent et qui peuvent atteindre un petit peu tout le monde. Donc voilà l'idée un petit peu. Je pense que tout le monde a bien compris un petit peu de quoi il s'agit. Donc dans l'intégration, voilà, chacun on pouvait les aider un petit peu. On avait peut-être un contrôle, mais dans les faits, quand on était trop petit, on voyait toujours pas le spectacle sportif. Et puis quand on était grand, voire même c'était presque dangereux, parce qu'on pourrait passer au-delà de la balustrade et peut-être tomber. Voilà. Donc ce qu'on peut retenir un petit peu sur ce que vient de dire Jean-Pierre, c'est-à-dire en fin de compte la différenciation entre l'intégration et l'inclusion, même si, comme Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que certains collègues depuis déjà 30, 40 ou 50 ans font de l'inclusion sans le savoir, parce que c'était le vocable de l'intégration. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on doit absolument adapter l'infrastructure, par exemple en termes d'accessibilité, et au niveau pédagogique également adapter les contenus à la diversité du public. Et c'est ça un petit peu l'inclusion. Alors au-delà même des élèves en situation de handicap, c'est quasiment évidemment un certain nombre de publics très différents. C'est-à-dire que globalement, l'école doit être inclusive pour tout le monde, en termes culturels, en termes de passer sportif, de passer à l'école, de l'accessibilité matérielle, pédagogique, etc., etc. Donc l'inclusion, c'est un concept qui me semble moi très très intéressant, et je suis quelque part un militant un petit peu de l'inclusion. Maintenant, on verra sans doute tout à l'heure qu'il y a des limites, et des limites politiques, ou des limites parfois institutionnelles à cette notion d'inclusion. Peut-être on reviendra un peu sur cette notion-là tout à l'heure dans les questions et dans le débat s'il y en a. Est-ce qu'on peut passer sur la deuxième diapositive? Alors, on parlait c'était un petit peu rapide. Voilà, Bruno parlait il y a quelques secondes, enfin quelques minutes, de la collection. Donc c'est une collection qui a été donc que j'ai initiée auprès de la revue EPS et de l'INS-HEA, qui est donc mon établissement de recherche. Donc c'est les deux derniers numéros qui sont sortis, donc un par exemple sur le rugby et l'autre par exemple sur un public très particulier qui touche très très peu de profs d'éducation physique, mais c'est les jeunes sous main de justice, c'est-à-dire ceux qui sont malheureusement en prison et incarcérés. Voilà. Donc si on peut passer à l'autre diapositive, il y a également un autre document qui est quand même de très bonne qualité. Personnellement, je trouve de très bonne qualité, et qui est sorti donc à la revue aussi EPS. C'était en 2021, donc ça fait 1 an et demi maintenant. Voilà. Et puis encore, s'il vous plaît, voilà. Donc
cette question par exemple de l'inclusion, donc on l'avait beaucoup abordé dans le livre donc de la nouvelle revue Éducation inclusive, ça c'était en 2018, mais cette question donc de l'éducation physique et des élèves en situation de handicap, c'est un livre par exemple qui s'appelle Reliance, enfin la revue Reliance, qui a déjà traité par exemple en 2007, je crois, sauf erreur de ma part, c'était 2007. Ce que je veux dire, c'est cette problématique un peu de l'inclusion, voire des pratiques intégratives. Elle date même pas de 2007, c'est bien avant. On va le voir tout de suite. Voilà. Si on peut passer à la diapositive suivante. Voilà. Donc voilà un petit peu le premier, représentation que j'ai récupérée sur Internet également. Voilà. Globalement, jusqu'aux lois de Jules Ferry de 1881-82, il y a une exclusion. C'est-à-dire que comme tout le monde le sait, tout le monde ne va pas à l'école, voire même il y a très peu de personnes, très peu d'enfants qui vont à l'école. Et puis à partir des années 1880 et surtout qui débouchent sur 1909, pour ceux qui s'en souviennent pas ou qui ne le savent pas, il y a la création d'écoles particulières et de classes particulières. Et donc là, on a une séparation entre les élèves ordinaires, on va dire ça, et les élèves qui ont des problèmes. Alors, des problèmes, c'est pas forcément du handicap, c'est ceux qui, surtout, s'adaptent pas à l'école. Donc, ça veut dire que il y a ceux qui, évidemment, ont des déficiences, mais pas que. Il y a ceux qui n'ont pas forcément le cadre. Alors, une petite remarque que je voudrais faire, c'est que souvent, on a décrié, surtout dans les années 70, avec Foucault, par exemple, de l'enfermement de l'enseignement spécialisé. Alors, c'est vrai que, à la fois, l'enseignement spécialisé, voire les classes spécialisées, enferment incontestablement les jeunes si c'est pas très bien pensé, on va dire ça comme ça. Mais ça protège également. Alors ça, c'est un élément important que personnellement j'avais mis un peu de temps à comprendre parce que j'étais vraiment pour l'intégration dans les années 80 quand j'ai commencé à travailler et je me suis aperçu qu'évidemment c'est aussi une notion très importante. Et aujourd'hui, sur certains publics, par exemple, l'inclusion n'est pas forcément de mise parce qu'ils s'adaptent pas forcément très bien. Donc, deuxième temps, c'est la séparation entre, donc, un parallèle entre une école pour les valides et une école pour ceux qui le sont moins ou qui sont pas adaptés à l'école. Puis après, cette politique d'intégration, donc, elle est née avec 1975, une grande loi sur l'accessibilité, justement, et qui rend quand même l'école obligatoire pour les élèves en situation de handicap. C'est 1975. C'est-à-dire quasiment un siècle après les premiers textes qui, normalement, prévoyaient l'intégration de tous les élèves en France. C'est-à-dire que pendant un siècle, en France, il y a des élèves qui arrivaient, qui pouvaient être parfois intégrés dans l'enseignement spécialisé, parfois franchement dans l'enseignement ordinaire, et souvent ils n'étaient pas du tout intégrés à la charge des familles et des villages. Et depuis donc les années 2000, 2005 en particulier avec la loi de 2005, on parle d'inclusion et on a une politique inclusive et on reviendra évidemment à cette notion-là. Donc voilà un petit peu les aspects un petit peu historiques. On va revenir plus précisément sur 2-3 éléments. Si on peut avoir la diapositive suivante. Voilà. Bon, je reprends 1982 les lois Jules Ferry, 1909 les classes spéciales et des écoles spéciales. Seconde Guerre mondiale, alors là ça c'est très important aussi, c'est la création d'un enseignement spécialisé adapté mais privé en France. C'est-à-dire qu'il y a un grand débat qui a lieu après la Seconde Guerre mondiale de savoir si les enfants en situation de handicap doivent être intégrés au ministère de l'Instruction publique ou pas. Et donc de fait, on a fait le choix, la société a fait le choix de pas le faire. Et donc de fait, on l'a reporté après 75, donc 75 obligations scolaires et intégration pour tous. Reprise un peu par la loi de 1989 de Jospin, et puis 2005, politique d'inclusive ou d'inclusion scolaire, même si c'est pas vraiment dit à partir de 2005, mais ça va être souligné sur les lois d'éducation de 2013 et surtout 2019. Si on peut passer sur... Voilà. Donc, intégration, inclusion. Donc, pour l'éducation physique spécifiquement, alors pour les plus anciens, dont je suis maintenant, voilà, on se souvient que les premières tentatives un peu d'intégration et surtout de passage d'examen ont eu lieu dans les années 1980. Donc c'est pas si vieux que ça, on va dire ça comme ça. 83, ça a été comme une étape importante parce que c'est la mise en place du contrôle continu. Et là, de fait, chaque équipe enseignante doit quelque part penser, réfléchir et accompagner ce type d'élèves.
Et puis surtout, évidemment, la dernière chose, alors qui peut ne pas être associée à l'inclusion, mais c'est cette notion de dispense en EPS. Donc, pour mémoire, 88, 89, 90, 3 textes qui font que, en fin de compte, la dispense d'EPS, normalement, théoriquement, n'était plus de rigueur en éducation physique. Voilà. Un petit élément important aussi au plan historique, il y a eu une université d'été particulièrement importante, je dirais, qui est organisée par l'inspection générale de l'EPS en 1994 à Lille. Et globalement, on a essayé un petit peu dans cette université d'été de repenser justement la dispense et surtout l'inaptitude, parce qu'évidemment, on est passé de la dispense à l'inaptitude. On pourrait y revenir si éventuellement on a envie. On va passer à la diapositive suivante. Voilà. Donc, il y a eu un ouvrage justement issu un petit peu de cette université d'été qui a été publié en 1995, donc une année plus tard, qui est toujours disponible. Il y a encore des stocks, apparemment, je me suis renseigné. Si on peut passer à la diapositive suivante. Alors, oui, donc tout à l'heure, Bruno, tu en parlais, donc c'est par exemple le numéro de 2015, voilà. Et puis également, lors du colloque de 2018, on avait déjà évoqué au SNEP, cette question, il y avait une table ronde sur cette question-là, qui avait quand même accueilli, je sais pas, 150 ou 200 personnes un petit peu dans la salle, où ça avait été particulièrement intéressant. Voilà un petit peu, donc on va faire une dernière diapositive et on s'arrêtera là-dessus. Les aspects un peu paradoxaux un petit peu de tout ce que j'ai pu dire, c'est que dans les années 90 quand même, on pourrait dire, j'étais un petit peu à la MAFPEN de Paris à l'époque, responsable un petit peu de la mise en place des stages donc de formation continue, ça n'a pas, disons, à l'époque valu une mobilisation importante des collègues. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, déjà un petit peu la défiance, on peut souligner encore aujourd'hui, elle existait déjà dans les années 90 par rapport au fait de justement d'avoir les moyens de pouvoir accueillir ce type de public. En revanche, ce qu'on peut voir dans l'autre sens, dans le sens inverse, c'est depuis 2002, donc avec les passages un petit peu des certificats, ce qu'on appelait le certificat le 2CH-SH, c'est qu'on a une participation mais presque massive des profs d'éducation physique. Et à l'INSHEA, à une certaine époque, il y avait quasiment 50% des candidats étaient des profs d'éducation physique. Donc ça montre quand même qu'il y a une mobilisation à la fois de la corporation par rapport à cette problématique-là. Et puis bon, le rapport de l'IG-EPS de 2014 qui souligne que l'EPS est une discipline de choix pour l'inclusion. Donc là, on pourra en discuter tout à l'heure, je suppose. Donc après, ça c'est les aspects, donc je dirais, factuels. Et puis après, sur la dispense, et on peut donc dissocier cette question de la dispense donc de cette problématique de l'inclusion, c'est que on arrive encore à toujours des taux importants de dispense en EPS. Il y a par exemple dans certaines académies ou certains établissements ou à certains semestres ou trimestres de l'année, ce qui est très étonnant. Enfin bref, on pourra peut-être en discuter si jamais il y a un lien. Voilà un petit peu quelques éléments historiques pour éclairer la situation. Merci. Jean-Pierre, dans l'idée d'inclusion, il y a quand même une idée très forte d'universaliste et qui dépasse d'ailleurs la notion de handicap. On pourrait presque regretter qu'elle soit trop souvent associée à cette question du handicap. L'inclusion dépasse la question de la prise en compte des élèves handicapés, parce que dans les principes de l'éducation inclusive, ça concerne tous les élèves. Alors, on va étendre du handicap aux besoins éducatifs particuliers, mais c'est pareil, si on cherche la limite, alors bon, un élève obèse, un élève qui a un syndrome rotulien, on va dire il a des besoins éducatifs particuliers, mais n'importe quel élève peut se trouver à un moment donné face à des difficultés d'apprentissage et avoir un besoin particulier. Et l'idée d'une société inclusive, c'est de prendre en compte la diversité des personnes, toute la diversité. Alors, le handicap y compris, bien sûr, mais pas uniquement. Alors, l'idée universaliste, elle est fondatrice des droits de l'homme, à travers la devise républicaine, et c'est une conception universaliste de l'humanité. C'est-à-dire qu'il postule l'unité du genre humain au-delà des différences les plus manifestes. Et qui articule l'attention aux singularités et l'attention aussi à créer du commun si je suis
les propos d'Alain Policard, philosophe, qui a publié il n'y a pas très longtemps dans Le Monde à ce propos, mais je le connaissais avant. Lui, il parle d'universalisme pluriel. Et je trouve que c'est intéressant, parce que là, on est loin de l'universalisme totalisant, qui a conduit aussi à éradiquer des cultures, un universalisme qu'on peut qualifier de colonial. Aimé Césaire est dans cette ligne d'universalisme pluriel, même si c'est pas le terme qui est utilisé. Alors, ça veut dire que dans cette conception, il y a l'idée qu'il y a entre les individus des différences de degré, mais pas de nature. Il n'y a rien qui les sépare irréductiblement. Et quand on sépare, on a tendance à hiérarchiser. Alors, les hommes, les femmes, les blancs, les noirs, etc. Alors, on me dirait, et à l'école, comment on peut exploiter cette idée? Eh ben, on va hiérarchiser en fonction des performances scolaires. On va créer une école à filière, par exemple, dont on sait qu'elle est contre-productive dans la mesure où les meilleurs ensemble deviennent un peu meilleurs et les moins bons, ils deviennent beaucoup moins bons. Alors, est-ce qu'il y a, dans le domaine du handicap et à l'école, est-ce qu'il y a des filières de séparation? Oui, il y a les établissements spécialisés qui relèvent, selon l'inspecteur général Grosso, c'était dans le numéro de reliance que tu évoquais tout à l'heure, une culture de la séparation. Une culture de la séparation parce que ce sont des écoles, des établissements, exactement, pas des écoles, qui ne dépendent pas du ministère, qui ne sont pas sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, mais sous tutelle du ministère en charge de la santé. Et ça change beaucoup de choses. J'entends des collègues, et j'entends bien, c'est-à-dire, non seulement je les écoute, je les entends et je les comprends, qui disent, bon, nous, on a déjà beaucoup d'élèves dans la classe, on nous amène des élèves pour lesquels on n'est pas formé, qui pour certains perturbent, etc. Il serait mieux dans un établissement spécialisé avec des professeurs compétents. Alors la réalité, c'est quoi? Si d'un côté, effectivement, comme tu disais Didier, il y a des établissements spécialisés qui font un travail excellent, je pense aux instituts pour les jeunes sourds, à l'Institut national des jeunes aveugles à Paris, où là j'ai rencontré des profs extraordinaires, c'est vrai. Mais dans les IME, quelle est la réalité dans les IME? Alors, il faut se reporter, notamment, alors bon, ça a été écrit, il y a Pascal Brier, un collègue qui a écrit là-dessus, et qui a montré que la structuration de l'enseignement d'éducation physique dans les IME, établissements médico-éducatifs, elle n'obéit pas du tout aux caractéristiques de l'éducation nationale. Pour être recruté, bon, voilà, pas la peine d'avoir un CAPEPS, les horaires, les programmes, tout ça, c'est très informel et c'est laissé au bon vouloir du chef d'établissement qui, en plus, doit gérer des contraintes financières, recruter ou pas recruter, avec tel diplôme, etc. Je termine par un rapport qui vient d'être publié, j'en ai pris connaissance il n'y a pas longtemps, et qui s'intéresse, qui s'est penché sur un gros rapport, qui s'est intéressé à les activités physiques dans les établissements spécialisés. Alors, le titre du rapport, c'est quoi? C'est-à-dire comment remédier, parce que le titre du rapport, il est évocateur des solutions qui sont envisagées. C'est mise en œuvre de 30 minutes d'activité physique quotidienne dans les établissements pour enfants handicapés. Donc la solution pour améliorer, ça serait ça. Bon, je ne fais pas de commentaires, vous pouvez imaginer ce que je pourrais en dire. Je termine par les obstacles qui ont été identifiés par les inspections générales, conjointes Inspection générale des affaires sociales et éducation nationale. Il y a dans moins de la moitié, dans plus de la moitié des établissements spécialisés, il n'y a pas d'éducateurs sportifs. On prend le terme d'éducateur, pas de professeur. La moitié, plus de la moitié. C'est énorme. Les équipements manquent. Et parfois, l'enseignement est conçu dans une perspective rééducative par des personnels paramédicaux. Bon, j'arrête là. On reviendra peut-être à la discussion sur le rapport justement sur les 30 minutes de bouger et où on essaie de vanter les mérites de la dimension inclusive du bouger, mais on pourra aussi d'ailleurs discuter qu'est-ce qui s'apprend dans ce temps-là et on verra sans doute quand on va petit à petit basculer sur la question de l'éducation physique et sportive. Bon, j'entends moi la dimension justement des idées portées par l'inclusion, l'universalisme,
Chez les enseignants d'EPS, quand même, aujourd'hui, on constate un peu un goût amer du point de vue de ce vécu-là, parce qu'ils ont l'impression, déjà, dans des conditions qui sont souvent difficiles, avec un nombre d'élèves par classe qui tend à augmenter, avoir en plus 2-3 élèves par classe, avec des situations de handicap qui sont parfois lourdes, sans formation, sans moyens, et à devoir gérer ça sans aucune, finalement, aide, et être un peu désemparé en disant oui, mais c'est porté par l'idée d'inclusion. Alors, que penser aujourd'hui du discours politique que l'on entend sur la question de l'école inclusive? Comment on peut analyser cette question-là? Alors, je peux distinguer une analyse du discours politique sur l'inclusion et les actions politiques réelles qui sont menées. Le discours, c'est une chose, l'action, c'est autre chose. Le discours sur l'inclusion, de façon générale, hein, pas uniquement sur l'école inclusive, mais tout particulièrement sur l'école inclusive, c'est l'autosatisfaction. Voilà, ça marque vraiment le discours. Chaque année, on a des chiffres, et c'est vrai, quand on regarde les chiffres, bon, on dit vraiment c'est très bien. Hein. Chaque année, ça augmente depuis plusieurs années. On arrive à 430 000 élèves d'après la direction et puis celle de la prospective, mais bon, intégré, mais après, il faut savoir ce que ça représente. Hein. Donc, j'y viendrai plus tard. Hein. Je dirais que le discours politique, il a aussi une fonction de rassemblement. Pourquoi? Parce que l'inclusion, ça fait consensus. Hein. Je ne connais pas de parti politique qui soit opposé à l'idée d'inclusion, hein. Même si, bon, on peut penser que tous ne sont pas sur cette valeur. Et puis, une autre fonction des discours sur l'inclusion, c'est de faire croire. À travers un langage performatif. C'est quoi un langage performatif? C'est un langage qui vise à créer ou essayer de créer une réalité. C'est par exemple les annonces de M. Papendiaï sur l'augmentation des enseignants de 10%. Voilà, c'est pas une réalité, c'est le discours. Voilà, donc ça vise à faire croire. Je pourrais donner d'autres exemples, et il n'y a pas que M. Papendiaï qui a usé. Je pense que Jean-Michel Blanquer a été quand même très très bon dans ce domaine. Et là, pour en terminer sur le discours, je dirais qu'il y a une confusion entre le dire et le faire, entre les mots et les choses. Donc, je crois qu'il ne faut pas être dupe. Ça, c'est le discours. Sur les résultats de l'action politique, ils ne sont pas à la hauteur des louanges que s'auto-adressent les pouvoirs publics. À tel point que, je vais vous donner quelques exemples, à tel point que le collectif handicap rassemble 52 associations de personnes handicapées. Il a été convoqué, invité à l'Élysée, présence du président de la République, pour la conférence sur le handicap. Bon, le collectif handicap, il a boycotté parce qu'il trouve que les mesures prises en faveur de l'inclusion, pas uniquement scolaire, mais ne sont pas à la hauteur des promesses et des enjeux. Et puis, les chiffres sont contestés. Bon, je ne vais pas lancer des chiffres, mais ils sont contestés par les associations. Quand on dit qu'il y a tant d'élèves, telle proportion d'élèves handicapés qui sont accueillis en établissement ordinaire, il faut distinguer le fait d'être accueilli et le fait de suivre un enseignement. Et là, les pourcentages ne sont pas aussi mirobolants. Et on peut apprécier aussi la politique inclusive d'après ce qu'en disent des organisations internationales ou nationales. Alors, au niveau international, le 17 avril 2023, c'est pas vieux, le Comité européen des droits sociaux a critiqué sévèrement la France pour son déficit en matière de politique inclusive, y compris pour la politique scolaire. Voilà. Claire Hédon, c'est la défenseure des droits. Elle a publié 2 rapports, 29 août, 9 mai, pour pointer la question des effectifs, la question de la formation des enseignants. Voilà. Et puis, il y a, mais bon, j'aurais pas le temps de développer, la question de la gestion des AESH, les accompagnants des élèves en situation de handicap. Un peu sous pression temporelle dans ces soirées, puisqu'on va aborder plusieurs thématiques dans un temps réduit.
Alors, Linda Beschetti, je me tourne vers toi, puisque tu es donc à la direction nationale du SNEP. Tu as fait partie justement d'une nouvelle commission de travail lors du dernier congrès national du SNEP, où la notion d'inclusion apparaît pour la première fois dans l'histoire du SNEP, si je ne me trompe pas, du point de vue, en tout cas, de l'épaisseur que le congrès lui a donné. Alors, ma question est de dire quel regard finalement porte le SNEP sur cette notion et quel regard il porte aussi sur son usage, un peu une question que Jean-Pierre, son usage qui est fait aujourd'hui au sein de l'éducation nationale. Jean-Pierre a déjà dit beaucoup de choses. Effectivement, nous avons débattu à Portich, donc au congrès en Corse en 2021, fin 2021, des enjeux de l'école inclusive et le nombre de congressistes présents à la commission qui a traité de cette notion-là étaient nombreux. Et c'est vrai que cela fait consensus. L'inclusion fait partie intégrante de notre métier. Mais elle est les collègues la plébiscitent largement, mais elle est parfois, voire souvent, génératrice de difficultés, d'inquiétudes pour les personnels, dont les enseignants de l'EPS, pour les élèves et pour les familles. Donc, les revendications du SNEP, elles se sont inscrites dans une double exigence, c'est-à-dire que celle du droit à la formation, celle du droit à être inclus pour tous les élèves dès que c'est possible, tant que c'est possible, et puis de façon aussi indissociable, la nécessité pour les personnels, dont les enseignants de PS toujours, de disposer de conditions de travail particulières afin de réussir cette inclusion. Et donc en conduisant les élèves vers des apprentissages authentiques dans le respect de la particularité de chacun et de chacune. Voilà. Mais ce qui apparaît, c'est que de grandes disparités sont constatées sur le terrain. C'est ce qu'on vit, nous, dans nos cours de PS. Et ce que le SNEP dénonce, au travers de la motion qui a été présentée, écrite, présentée et votée, est le grand écart entre, d'une part, le droit et les textes, et d'autre part, les politiques éducatives décidées en matière d'inclusion scolaire et la réalité de la prise en charge et des conditions d'inclusion. C'est-à-dire que quand on est prof de PS sur le terrain, il y a des injonctions, beaucoup de préconisations, mais finalement peu de moyens et de conditions idéales pour mettre tout ça en œuvre. Donc, c'est dans une situation finalement déjà dégradée par les suppressions de postes, les augmentations successives des effectifs par classe, le manque ou carrément l'absence de temps de concertation et de formation, qu'il est demandé finalement au personnel d'améliorer l'accueil des élèves en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers. Et le ministère renvoie à chacun le soin de résoudre finalement seul le paradoxe. Donc c'est très compliqué pour les enseignants. Pourtant, on continue à plébisciter l'inclusion dans la définition qui a été donnée par Didier et Jean-Pierre. Mais finalement, le discours, bien entendu, le discours politique est tout autre. Et rares sont les discours politiques, toujours, qui mettent en exergue cette réalité. Le manque de moyens, les enfants avec notification MDPH, mais sans affectation, les familles et les enfants qui attendent de pouvoir être reçus, ou en tout cas de consulter pour un bilan, alors que les difficultés sont bien prégnantes et présentes. Et aussi, parce que Jean-Pierre en a parlé, les AESH qui sont quand même maltraités par l'institution. Et donc, les injonctions ou les préconisations qui sont faites aux enseignants de PS méconnaissent souvent la complexité du travail et la réalité du terrain, ou en tout cas, ils ne veulent pas la voir, ou en tout cas, la prendre en compte. Nous sommes trop souvent très seuls, même quand on est formé, il faut le dire. On est souvent très, très seuls, et l'inclusion repose souvent, voire des fois tout le temps, sur la seule bonne volonté et l'investissement très important
des personnels, des collègues et des enseignants d'EPS. Et cela est très majoritairement partagé par, alors d'une part, les collègues congressistes qui étaient au congrès, et d'autre part par les professeurs et les personnels qui se côtoient en salle des profs et qui parlent de ces difficultés-là. C'est souvent des sujets qui sont très prégnants et qui reviennent aux récréations. Enfin, tout le monde voudrait bien faire, mais on n'a malheureusement pas les moyens de bien faire. Et tout cela est plus ou moins bien supporté selon les endroits, selon les situations et selon les périodes de l'année scolaire. Et donc, au regard de tout ça, ce que le SNEP a revendiqué auprès du ministère en partant de cet état des lieux, c'est qu'il faudrait des effectifs allégés à 20 élèves dans les classes quand il y a des élèves en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers, des temps de décharge banalisés de concertation, pas des IMP ou en tout cas des discussions entre deux portes sur des situations des fois très, très compliquées, une formation initiale pour tous les étudiants qui se destinent au métier de professeur, ou en tout cas pour tous les personnels qui se destinent à travailler auprès d'enfants en situation de handicap, et surtout une FPC, donc une FPC ambitieuse et généralisée. C'est-à-dire qu'il faudrait que tous, à tous les niveaux, on soit formés et en mesure de traiter plus facilement ces difficultés-là. Voilà. Le SNEP aussi demande la suppression des PIAL, qui n'aide en rien ni les personnels, ni les AESH, et encore moins les élèves. Des recrutements et la création de structures et de dispositifs de scolarisation et d'accompagnement. Et ces conditions pour le SNEP sont absolument nécessaires pour que les droits des élèves inclus soient respectés et que l'inclusion et ses mises en œuvre aient des réels effets à long terme. Parce que ce qu'on veut au final, c'est que ces enfants-là puissent, dans leur vie adulte, qu'ils disposent en tout cas des bagages et des compétences nécessaires pour être heureux dans leur vie d'adulte plus tard. Voilà. Et je terminerai juste, parce que je voulais juste rebondir sur la petite remarque que Jean-Pierre a fait. Les récentes annonces faites aux AESH, qui sont en première ligne auprès des enfants en situation de handicap, sont symptomatiques du manque d'ambition du ministère, enfin, en tout cas du manque d'ambition politique pour une école plus inclusive et réussie. Merci Linda. Alors, pour continuer un peu à regarder derrière nous, parce que finalement on parle de cette question-là comme si elle était historiquement construite et longue, mais en fait j'ai été marqué, Didier Séguillon, dans la lecture de ton ouvrage sur l'éducation physique et sportive et les jeunes sourds. Jusque dans les années 80, on est sur on va dire une politique éducative de redressement corporel. On est sur une volonté de médicalisation. Les années 80, c'est il y a 20 ans. Et on pourrait penser quand même que on soit dans un rapport différent en éducation physique et sportive. Alors, est-ce que de façon un peu, je suis désolé, mais un peu brève, tu peux revenir sur ce regard-là qui me semble être marquant pour notre profession. Il y a 20 ans encore, on avait des modèles dominants qui étaient sur des choses qui aujourd'hui semblent complètement obsolètes. Alors, Jean-Pierre l'a déjà un petit peu évoqué, c'est vrai que ce modèle médical est resté très longtemps le modèle dominant. Alors pourquoi? Alors, comme tout le monde le sait, je suppose, vous s'en souvenez un petit peu lorsqu'ils étaient à l'université et qu'ils ont un petit peu travaillé sur l'histoire, c'est qu'à partir de 1925-1930, il y a la création des UFR-STAPS, des IREP à l'époque, sous la responsabilité des facs de médecine. Donc, de fait, il y a le prof d'éducation physique jusqu'au CAPES 1978, donc c'est il y a 50 ans à peu près. Eh ben, le professeur d'éducation physique, à la fois il était éducateur, mais il était aussi rééducateur, parce qu'il y avait une épreuve, et quasiment l'épreuve la plus redoutée des candidats de l'époque, était une épreuve de rééducation. Donc, on voit très bien que même l'éducation physique a toujours été, à un moment donné, un porteur de ces valeurs-là. Donc ça c'est l'éducation physique, et l'école également très largement porteur de cette valeur, de cette
sur le prisme un petit peu par rapport à l'aspect médical. Donc, à partir de la création des STAPS en 75, là, quand même, tout bouscule parce qu'on peut faire référence aux sciences sociales, aux sciences humaines, ce qui n'était pas vraiment le cas ou peu le cas avant. Et puis, on change de modèle. On change de modèle et Jean-Pierre l'a évoqué aussi. Et à partir un petit peu sur ces élèves un petit peu de particuliers, ou en tout cas ces élèves un peu en situation de handicap, et en particulier chez les sourds, il y a cette modification et on va considérer l'enfant, enfin l'écolier, non pas comme un malade ou comme un handicapé, mais d'abord comme un élève. Et ça, c'est un élément important. Donc, on change de modèle. On est sur un modèle donc de participation sociale et qui a perduré et qui a débouché, selon moi, sur l'inclusion. Alors, pour moi, je suis un petit peu j'ai peut-être une opinion un peu différente de Jean-Pierre. Pour moi, il n'y a pas eu d'injonction. Si on regarde bien la notion d'inclusion, c'est une notion politique. Et vraiment, c'était des gens très progressistes qui sont à l'origine de cette idée-là. C'est-à-dire que l'idée que Jean-Pierre a développée au départ, c'est-à-dire que, en fin de compte, ça doit s'adresser à tout le monde. Donc, cette idée un petit peu d'inclusion qui s'oppose à cette notion d'intégration si on fait la différence, qui était là le fait de l'individu de faire l'effort, alors que là, c'est à la structure de penser autrement les choses. Voilà. Et je reviens aussi, enfin, je vais évidemment répondre à ta question tout de suite, hein, mais je vais aussi revenir sur ce qui a été dit jusqu'à maintenant. C'est que moi-même, j'étais pendant longtemps, dans les années 80-90, comme je m'occupais déjà et que j'avais une expérience dans le handicap, systématiquement, on me donnait évidemment tous les enfants en situation de handicap, etc. C'est toi le spécialiste, etc. Et tu te retrouves absolument seul, et absolument seul sur tous les terrains. Donc, il n'y a même pas de relais ou peu de relais sur un établissement. Et donc, forcément, une politique d'inclusion passe par déjà l'établissement. Je vous parle pas évidemment des structures supérieures, c'est-à-dire le rectorat et après le ministère. Donc, au-delà un petit peu des effets un petit peu de discussion. Et puis, le souci quand même, c'est savoir, en fin de compte, faire une école inclusive, mais dans une société qui est quand même très excluante. Donc c'est là le problème le bas peut blesser, c'est qu'à un moment donné, c'est compliqué d'essayer de faire que l'école soit la plus inclusive possible ou inclusive dans une société qui est malheureusement pas tout à fait celle-là. En tout cas, c'est à ceux entre autres moi ou d'autres, ici sans doute tous, qu'on souhaite un petit peu modifier un peu cette société qui est malheureusement très 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 exclusive. Ce qui veut dire qu'il faut absolument qu'on change de normes. Et là, ça pose évidemment la fonction de l'école. À quoi sert l'école? Est-ce que l'école doit servir seulement et exclusivement à préparer un métier et puis éventuellement de faire les grandes écoles, etc., dans une structure très 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 sélective, ou au contraire, est-ce qu'on essaye un petit peu que chacun puisse s'épanouir à travers l'école? Donc là, évidemment, c'est une question très philosophique et l'inclusion pose cette question-là. Alors, il pose cette question-là de façon globale. Et puis après, évidemment, le prof d'éducation physique, il doit revenir, malheureusement, à la façon dont il peut fonctionner. Et c'est vrai que une des limites de l'inclusion, on va sans doute l'aborder encore tout à l'heure, c'est évidemment le nombre, par exemple. Si vous avez déjà 35 élèves en terminale, c'est hors de question de prendre quelqu'un d'autre. Donc, on va faire appel à la dispense pour pas qu'ils viennent, parce que quelque part, c'est pas qu'on n'aime pas laisser ces élèves-là, mais on peut pas fonctionner autrement. Donc, il y a évidemment un gros besoin de moyens, donc après, avec des heures de décharge, avec un certain nombre de choses, donc tout ce qui a été dit par la collègue, je souscris absolument, et puis évidemment avec des relais supérieurs et qui soient pas du déclaratif, mais qui suivent sur les moyens. Donc, si on peut avoir le diaporama pour répondre exactement un petit peu à comment... De façon un peu plus rapide. Oui. Sur l'éducation physique, c'est ce que j'ai dit, donc très vite, jusqu'aux années, début première partie du XXe siècle, c'est quand même le modèle militaire, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, si vous vous souvenez de l'écrit du CAPES, c'est ce qu'on apprenait. Donc, c'est au milieu du début du XXe siècle, la création des UFR-STAPS, qui sont donc des annexes des facultés de médecine. Ça, c'est très important à l'époque. Je dirais qu'il y a aussi un élément important, qu'on n'a pas le temps d'aborder, mais qui est un élément important sur, par exemple, la création des dispenses, se fait à partir des groupes physiologiques, pour ceux qui s'en souviennent, à partir de 42. Et c'est pas tout à fait neutre que ce soit 1942 quand même qui crée un petit peu ces groupes physiologiques qu'on retrouve en 46 et qui vont perdurer jusqu'en 1978, même si ça n'existait plus dans les faits quand même, en sachant que le dernier
comme en CAPES 78, c'était donc la disparition de cette épreuve de rééducation. Et donc aujourd'hui, évidemment, les collègues peuvent plus bien trop comprendre parce que il y avait cette double casquette chez un prof d'éducation physique qui se devait à la fois d'être un éducateur et un rééducateur. Si je peux avoir comment le diapositive. Voilà. Sur la médicalisation, oui, on en avait un petit peu parlé. C'est-à-dire que cette médicalisation, elle est présente, elle est omniprésente dans l'éducation physique dans son histoire, à part depuis une cinquantaine d'années, même si aujourd'hui on peut avoir une vision très critique sur les STAPS. Bon, je termine bientôt mon travail à l'université, donc je pars bientôt en retraite, et je vois la différence depuis 25 ans, où on dérive de nouveau quand même quelque part sur un modèle très très médical qui prend le dessus. Et moi-même étant par exemple responsable de la filière activité physique adaptée, qui était essentiellement sur le handicap, on a un déplacement sur la maladie, voire sur un concept qui est très très mal défini, qui s'appelle la santé, et que tout le monde peut mettre un petit peu à son goût du jour. Et surtout, c'est que la santé, ça appartient aux professionnels de santé, c'est-à-dire aux médecins en particulier et aux paramédicaux. Et donc, le pédagogue est exclu de nouveau un petit peu de ce mouvement-là. Donc, pour finir, je veux dire que par rapport à la médicalisation de l'école et voire de l'échec scolaire, il y a toutes ces valeurs ont été à la fois remis en cause et qui actuellement reviennent quand même par la fenêtre, même si on les a un petit peu chassés par la porte, ça revient un peu par la fenêtre. Donc voilà ce que je pouvais dire, pas trop longuement, et j'aurais laissé la parole à mes collègues. Merci. Alors, moi j'ai une question avant de rentrer dans des propositions que Jean pourrait faire sur l'éducation physique sportive. C'est si je vous écoute, il y a cette nécessité de s'adapter aux possibilités des élèves et alors à ce qu'ils sont capables de faire. Mais alors, se pose quand même la question au bout du bout, comment on construit une culture commune? Parce que si on s'adapte à chaque possibilité, comment on arrive à créer du commun à la fin? Et il y a des enjeux, notamment, on va dire, si on est dans l'idée d'une construction d'une société, qu'est-ce qui reste de commun, de partage, de commun dans cette dimension culturelle? Et deuxième sous-question à mon interrogation, c'est finalement, est-ce que l'élève n'a pas lui aussi à s'adapter à l'école? Est-ce que c'est toujours l'école ou l'enseignant qui a à s'adapter aux possibilités de l'élève? Parce que certains élèves aujourd'hui, d'ailleurs, on a tendance un peu à médicaliser leurs difficultés scolaires en disant que ça devrait relever de problèmes particuliers à traiter en dehors de l'école. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, bien sûr, à prendre en compte ses besoins particuliers, bien sûr, à écouter, à regarder de là où il en est, mais est-ce que lui aussi n'a pas aussi à s'adapter à un certain nombre de contraintes scolaires pour s'approprier finalement ce qui est attendu par l'école? Voilà. Alors, peut-être une réaction de ceux qui ont envie de réagir. Jean-Pierre? Volontiers. Donc, est-ce que l'élève a à s'adapter aux propositions de l'école? De réponse qui balance. Je dirais non, si les propositions de l'école consistent en des contenus d'enseignement et des démarches d'enseignement formelles, inflexibles, qui suivent une norme qui doit s'appliquer à toutes et tous. Si par exemple, on pense que l'appui tendu renversé est un incontournable pour faire la gymnastique pour tous les élèves, que faire d'un élève qui est en fauteuil roulant? Alors qu'il va pouvoir travailler son équilibre, produire des figures gymniques qui sont évaluées selon un code, comme on voit en gymnastique avec des élèves valides. Voilà. Donc, il faut arriver à se décentrer. Et d'un autre côté, oui, l'élève va s'adapter. Parce qu'il n'y a pas d'apprentissage sans adaptation. Dès qu'on est confronté à un apprentissage, on rencontre des obstacles. Et quand on rencontre des obstacles, pour les franchir, il va falloir faire un effort. Et qui implique de dépasser l'état initial de ces savoirs pour adapter ces savoirs ou en construire d'autres. Donc, l'élève a bien sûr à s'adapter. Je dirais que apprendre implique une adaptation réciproque de l'élève aux exigences de l'école et de l'école aux caractéristiques de l'élève. Alors, ce qu'il faut, ce sont des exigences qui tirent l'élève par le haut, qui invitent l'enseignant à se mettre à la portée de l'élève, mais pas au niveau de l'élève. Il y a un décalage, forcément, dans tout apprentissage.
et à s'attacher trop exclusivement aux singularités des élèves, eh ben, on risque d'entraver la construction d'une culture commune. Hein. C'était un élément de ta question. Alors, là, on va rentrer dans des choses un peu complexes. Hein. Je vais essayer de les rendre le plus clair possible, parce que cette construction d'une culture commune exige d'articuler la prise en compte du singulier et la création d'un commun. Donc, le nœud du problème, la problématique, fondamentalement, c'est ça. Et concrètement, c'est bon, quand on l'a dit ça, ça donne pas forcément des éléments pour le prof de PS. Donc, quelques exemples. On parle toujours des besoins particuliers. Moi, je dis qu'il faut articuler les besoins particuliers et les besoins de tous. Si vous avez vu le film Toulouse-Lautrec avec des ados, le lycée Toulouse-Lautrec, des gamins avec des déficiences motrices parfois très importantes, on voit que ce sont des gamins qui ont une déficience motrice, mais qui sont aussi des ados comme les autres, avec les mêmes envies, les mêmes désirs, etc. Et c'est pas parce que un enfant, un ado est handicapé moteur qu'il n'a pas le désir aussi de bouger. Bon, je pourrais évoquer les travaux de Françoise de Barbeau, notamment une psychologue, qui a montré à travers les dessins d'enfants le désir des enfants pour pratiquer. Alors, faire court, là, ça va être difficile, hein, parce qu'il y a du concret quand même, ou l'idée un petit peu, hein, sinon on va rester dans des généralités. Hein. Donc, il faut prendre en compte des besoins et des désirs communs. Par exemple, on dit souvent, oh ben, la performance ou la compétition, c'est pas pour ces enfants-là. Mais pourquoi hein? Si c'est adapté, si les règles sont adaptées, à chacun son Everest, hein, comme dit Pascal Jonin, le médecin alpiniste, hein, qui a créé une assoce pour des enfants cancéreux ou des femmes en rémission de cancer. Voilà. Prendre en compte les difficultés et les capacités. Il n'y a pas que des difficultés, il y a des capacités. J'ai l'exemple d'un gamin qui était dyspraxique. Il était incapable de coordonner un mouvement, incapable d'imiter un mouvement. Je propose un cycle de danse à l'EREA de l'hôpital de Garches, et le gamin, il se révèle le meilleur danseur. Pourquoi? Parce qu'il crée ses propres mouvements. Je ne lui demande pas d'imiter un mouvement, de reproduire une forme gestuelle, mais de créer. C'était le meilleur danseur, le plus apprécié, applaudi par les autres. Donc, il y a des difficultés, donc on articule des difficultés, mais aussi des capacités qu'il va falloir aller déceler chez l'élève en observant son activité, les obstacles qu'il rencontre et ses ressources. Et puis, les pratiques partagées. Alors, important ça quand même, hein. Mais je ne fais pas un dogme des pratiques partagées. Moi, dans des expériences que j'ai suivies, des films que j'ai réalisés, et parce qu'il y avait des moyens aussi, avec la dotation horaire globale, d'avoir 1 heure, par exemple, qui permettait, en plus de l'emploi du temps, en plus du temps d'EPS avec la classe d'appartenance, qui permettait de regrouper des élèves qui avaient des besoins particuliers. Et ça a permis, enfin, je me souviens du collège Georges Braque à Reims, c'était dans les années 80-97, hein, où avec ça, et avec l'attention des profs, non pas seulement aux élèves handicapés, mais à tous les élèves, le taux de dispense, qui était considérable, était tombé à 0. Voilà. Il faut prendre aussi en compte des techniques particulières et des savoirs communs. J'arrêterai là-dessus. Je prends l'exemple du saut en longueur en fauteuil. Je mets des guillemets à saut, c'est pas un saut, bien sûr, mais il s'agit de mobiliser des savoirs semblables au saut en longueur ordinaire, puisque le jeune va devoir prendre un élan, progressivement accéléré, étalonner, prendre une impulsion dans une zone, alors c'est pas une impulsion avec le pied, mais une impulsion en poussant violemment sur ses mains courantes pour aller plus loin. Donc il y a des savoirs communs, mais des techniques tout à fait différentes. Et cette articulation d'éléments opposés, elle exprime de façon très concrète le principe dialogique. Je m'excuse du terme, c'est Edgar Morin qui a développé ça dans ses travaux sur la complexité. Le principe dialogique, il met en coopération et en tension des logiques, des idées qui paraissent a priori s'exclure l'une l'autre. J'arrête. D'accord, merci. Alors, de toute façon, désolé, un peu très courte pour ensuite laisser la parole à Jean sur des propositions plus pratiques. Linda, Didier, sur justement cette notion de culture commune, d'articulation de particularités avec du commun. Comment une réaction, une idée, une proposition. Linda, peut-être pour commencer. Ça me fait penser à ce que je propose en course de durée avec des cinquièmes. J'avais 2 élèves du lycée inclus dans ma classe et on a fait de la course en peloton.
Et c'est-à-dire que dans chaque groupe de peloton, les élèves du lycée étaient donc dans un groupe et leur performance participait aux résultats de l'équipe et du groupe. Et ça a été, mais les élèves se sont ouverts, les copains dont il faut prendre aussi en compte les besoins, ont découvert du coup des copains un peu différemment et on a réussi à mener un cycle comme ça, après même faire du peloton poursuite et tout. Enfin, c'était très 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 intéressant. Donc c'est vrai que quand c'est possible, quand il y a le temps, quand l'effectif est là, quand on a le temps de réfléchir à un traitement didactique d'activité, quand le choix de l'APSA est le bon, enfin voilà, il y a tout ça qui rentre en compte. Il y a des situations inclusives qui marchent, mais vraiment bien et qui voilà, et pour tout le monde, exactement. Voilà, donc pour répondre à ta question de culture commune, c'est-à-dire qu'à partir de situations particulières, on peut faire du commun. Alors, Didier, peut-être toi, ça va être un peu un teasing puisque il y a en préparation un livre un peu autour de cette question-là, me semble-t-il, de ce que j'ai entendu dire. Il y a un livre ici, ouais. Si je peux avoir peut-être le diaporama, voilà, comme support. Néanmoins, avant que le diaporama arrive, apparemment, il prend un peu de temps. Non, il arrive. Non, par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que je crois qu'il faut faire vraiment la différence entre la pédagogie et la didactique là-dessus. Parce que souvent souvent les collègues disent, mais nous, on n'a pas la connaissance des publics et on n'a pas la connaissance de la pédagogie. Pour moi, il n'y a pas de pédagogie particulière. Voilà, c'est des collègues en 2007 qui avaient fait un article là-dessus où qu'on n'avait pas besoin de pédagogie particulière pour les élèves particuliers. Alors ça, c'est important. Par contre, évidemment, on a besoin d'une didactique, c'est-à-dire réfléchir en aval pour savoir quel type de groupement utiliser, comment faire, etc., etc. Et je dois dire que les profs d'éducation physique sont particulièrement bien placés parce qu'ils le font déjà. Ils le font déjà parce que ils font avec les filles et les garçons, ils le font avec les grands et les petits, avec ceux qui sont en surpoids et ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont motivés, ceux qui ne le sont pas. Enfin bref, si on continue un petit peu les exemples, on a pluriel dans toutes les classes. Il y a à peu près toutes ces personnes-là. Et donc, le prof d'éducation physique fait déjà face. Alors je dis pas qu'attention, si on a un fauteuil ou si on a un aveugle ou si on a un élève de ce type-là, c'est pas, il n'y a pas des choses quand même à réfléchir. Hein. Mais c'est des choses qui sont qui sont pensables et qui sont réalisables. Par contre, avec des moyens, comme on a dit tout à l'heure, ça c'est évidemment un élément important. Mais ce que je voulais dire, c'était quand même ça, c'est-à-dire en fin de compte, pas besoin d'une pédagogie particulière, mais par contre une réflexion didactique beaucoup plus avancée. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire un petit peu dans mon diaporama. Justement là, c'est pas se focaliser sur le handicap ou la maladie. Globalement, ça sert pas grand-chose en fin de compte. Bon, alors évidemment, quand on sait qu'il y a un autiste qui arrive dans sa classe ou quand il y a, etc., s'informer sur ce que c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai que on a l'information et après, on voit avec l'enfant, le jeune, le lycéen, le collégien, comment on peut adapter un peu les contenus et comment on peut prendre en compte un petit peu cet élément-là. Voilà. Donc, pas de pédagogie particulière. Donc, c'est ce que j'ai dit. Donc, réflexion didactique importante. Si je peux avoir l'autre diaporama. Diapositive, pardon. Voilà. Donc les élèves un petit peu ont des besoins particuliers, voilà. Donc il faut réfléchir un petit peu sur l'hétérogénéité du groupe, mais ça c'est déjà tout ce que les profs font déjà. Donc l'hétérogénéité, la culture différente parfois, l'âge, la reconnaissance sociale, la morphologie, le passé sportif ou non, la motivation, le surpoids, tout ça, ce sont des paramètres que déjà tous les enseignants, me semble-t-il, prennent en compte. Donc, ce qui a été dit déjà par ma collègue, là, le choix des APS, évidemment. Hein. Alors, moi, je me souviens un petit peu de la réflexion sur les anciens programmes, parce que j'arrive plus à suivre le nombre de programmes qui évoluent en EPS, mais globalement, il fallait absolument, par exemple, en escalade, grimper en tête. Et par exemple, pour ces élèves qui sont en situation de handicap, qui ont par exemple un bras atrophié ou par exemple qui n'ont pas de bras, ils ne peuvent pas monter en tête et seulement en moulinette. Donc de fait, ils ne pourraient pas avoir le 20 sur 20 parce que ils partent déjà sur 16 ou sur 14, etc. Donc là, il y a évidemment toujours une réflexion aussi sur les programmes, de voir un peu comment on peut avoir des programmes et surtout des injonctions par rapport à le fait de la réussite et puis de la notation. Donc les médias aussi, les formes didactiques à privilégier, les consignes, le type de consignes et surtout les formes de groupement. Là, je renvoie un petit peu à plusieurs
plusieurs articles que Jean-Pierre a produits sur ce domaine-là. Pour finir un petit peu, c'est à la fois moi sur la pédagogie, sur la mise en œuvre, à part les moyens dont j'ai parlé tout à l'heure, ça pourrait ne pas poser trop de problèmes. Par contre, ça commence à poser des problèmes quand on a des notations et qu'on a la certification. Là, parce que là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que on retrouve la norme. On retrouve la norme. Si avant on peut un petit peu jouer sur l'intervalle, à un moment donné, il faut mettre des notes. Donc là, ça c'est un problème, et savoir, par exemple, créer un nouveau barème pour un élève, par exemple, en situation de handicap, etc. Et donc là, ça touche un petit peu nos représentations de dire, en fin de compte, ouais, mais c'est pas juste. C'est pas juste, parce que là, il va avoir un barème qui va être construit, on va dire que le mieux possible, mais il va favoriser ou pas par rapport aux autres. Voilà. Et c'est, en fin de compte, l'égalité par rapport au diplôme ou l'égalité par rapport à la formation. Alors ça, c'est une question qui est quand même une question importante, qu'on a un petit peu déjà abordée, qui est réalisable, mais qui a un besoin d'une réflexion quand même assez poussée. Voilà. Merci. Alors, Jean, toi, tu es professeur de PS dans l'Académie d'Aix-Marseille, et dans les propositions qu'on t'a un peu demandé, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'enfants en situation de handicap qui ont souvent été, qu'on voit souvent dans la littérature, il y a des propositions. Là, on t'a demandé de nous dire, mais comment tu t'y prends, notamment avec des enfants qui auraient un certain nombre de troubles cognitifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces troubles cognitifs? Alors, si tu veux bien nous donner quelques exemples, quelques façons de faire, quelques trucs que tu as construits toi dans l'endroit où tu travailles. Donc, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, moi je suis professeur de PS en collège à Marseille. Redire ce qu'a dit Didier sur le fait que les professeurs de PS, je pense qu'on est au top sur l'inclusion. Par notre formation, moi j'ai passé le 2 CSH après le KPI. Il y a eu pas mal de redites de ce que j'avais déjà fait, de mes cours de psycho, de sociaux qu'on a eu en STAPS. Tu as parlé des inaptitudes, Didier aussi. Effectivement, c'était bien avant la loi de 2005. Oui, les inaptitudes, on le fait presque de façon naturelle déjà dans nos cours de PS. Et donc ça, on a déjà une vraie expertise. Alors moi, c'est vrai que je peux avoir la première diapositive, parce que je sais que le temps et l'heure tourne, je suppose, Bruno, voilà, ça c'est des propositions. Je vais vous faire des propositions, alors critiquables que j'ai mis en place dans mes cours, en basket, en badminton et en escalade. Et j'ai rajouté une petite phrase que je dis, parce que je suis aussi, et ça je le tiens à le dire aux participants, dans certaines académies, il existe un réseau de professeurs ressources qui sont là pour... c'est des professeurs comme moi qui sont titulaires du KPI qui viennent donner des conseils sur des cas très précis, des cas particuliers dans vos cours de PS ou d'autres matières. Et donc, vous pouvez faire aussi appel à eux. Et ce que je leur dis, c'est que la pratique inclusive, c'est pas apporter tout le temps des réponses pour chaque élève et dans tous les cours et tout le temps. C'est une charge de travail qui est impossible. 30 élèves, on l'a dit tout à l'heure, pour ça que le SNEP est sur 20 ou 24 élèves, ce n'est pas possible, mais c'est trouver des 2-3 aménagements qui sont pédagogiques et pour chaque trouble, parce qu'il y a des catégories de troubles. Vous allez voir que des troubles qui touchent des élèves en situation d'autisme, ça peut être aussi bon pour certains élèves qui ont des troubles de déficit de l'attention, par exemple. Donc le but, c'est quand même aux élèves de suivre le cours et surtout d'apprendre, parce que voilà, l'objectif, il faut être exigeant, il faut être bienveillant, c'est sûr, mais il faut être exigeant sur l'apprentissage. L'élève, même s'il va faire des choses différentes, il doit apprendre. Donc la deuxième diapositive, c'est voilà, une proposition en basket. Alors, je vais pas faire un listing des connaissances théoriques, mais moi, par contre, ma formation, là, je suis pas tout à fait en accord avec ce qu'a dit Didier sur l'apport théorique. Moi, je pense que ma formation m'a permis de développer en fait de l'empathie, de me mettre à la place des élèves qui sont en situation de handicap ou les élèves à besoins éducatifs particuliers, de comprendre notamment le cas de l'autisme. Si on n'a pas voilà, certaines notions, on peut pas comprendre. C'est vraiment quelque chose de particulier. Donc, c'est vrai que voilà, la théorie de l'esprit, on sait qu'un autiste ne peut pas se mettre à la place de l'autre. Là, en cours de basket, voilà, il ne va pas savoir décrypter les intentions
de ses partenaires en basket. J'ai mis là aussi la théorie de la cohérence, de la cohérence centrale, c'est-à-dire qu'il a un traitement, l'autiste, l'élève en situation d'autisme, aura un traitement très local, très ciblé de l'information, plutôt qu'un traitement global. Dans un match, il ne va pas voir le match, il va voir un élève avec un ballon ou un élève avec un maillot, il va voir des choses très précises. Et dernière chose, c'est un des exemples, il y a un déficit du traitement de l'information, et c'est un article scientifique qui en parlait, c'est le monde va trop vite pour les élèves autistes, tout va trop vite. Donc nous, le but d'avoir ces notions-là, ça va être de pouvoir adapter une pratique du basket. Tu parlais de Bruno tout à l'heure de culture commune. Là, il s'agit pour l'élève qui est touché par le trouble du spectre autistique de faire du basket. Donc moi, j'ai pris de Thomas pour EPS lors d'un cycle de basket en 5e. Je me suis rendu compte qu'il était capable à l'échauffement de suivre des lignes autour du terrain. Il était capable quand il était au panier, une tâche très ciblée, un traitement pas local, mais sur une tâche très ciblée au basket, c'était au tir au panier, c'était quasiment le meilleur élève de ma classe. Il avait une tâche très fermée, il était quasiment le meilleur. Mais par contre, il savait pas où aller sur le terrain. Vous savez, c'était un élève qui errait sur le terrain. Alors, c'était un autisme assez sévère. Il était une élocution assez difficile, de l'écholalie, des cris, c'était assez compliqué. Donc, trop de bruit, très compliqué. Donc, ma proposition, si tu peux passer à la diapositive 3, l'adaptation que j'ai mis en place, vous voyez, alors c'est vrai que l'image est petite, j'avais pas vu, mais au pied du panier, j'ai mis, je sais pas si vous voyez sur la photo, un carré en scotch, un carré de scotch. Et le but pour cet élève, c'est que dès que son équipe avait le ballon, était en possession du ballon, il devait aller dans ce carré. Voilà, en position favorable de tir. Et comme c'était un des meilleurs shooters, toute l'équipe avait intérêt à lui passer le ballon pour marquer. Ils avaient l'équipe cette consigne-là. L'objet d'apprentissage pour mon élève en situation d'autisme, c'était identifier quand est-ce que je dois aller dans le carré. C'était ça son objet d'apprentissage. C'était sur ça quasiment que j'allais le noter. Donc, pour faire ça, j'ai aussi, vous avez vu à côté, on ne le voit pas très bien, mais j'ai fait une fiche de planification. Il a du mal à gérer, donc une planification. Si un joueur avec des pictogrammes, on sait que les élèves en situation d'autisme ont besoin de représentation visuelle, avec une planification. Si un joueur avec une chasse visible rouge a le ballon, alors je cours vers le carré blanc, etc. Je vais assez vite pour l'aider et le guider dans sa pratique. La diapositive suivante, c'est une troisième adaptation, on n'en a pas encore parlé. C'est la fiche de l'AESH. L'AESH, qui normalement est dans vos classes. Alors en EPS, malheureusement, c'est souvent là où on fait des économies, on n'est pas d'AESH, alors que c'est important d'avoir des AESH, notamment pour des cas aussi lourds comme ça, où je lui ai fait, c'était une femme, une fiche de guidage, parce on n'en a pas parlé, mais aussi l'AESH fait partie de votre cours et son rôle, il y a un rôle vraiment de réactivation, de consolidation des acquis. Son rôle au début, alors c'est un peu des théories de comportementalisme, on est dans le behaviorisme, c'est pour les élèves en situation d'autisme, c'est ce qui marche au début, c'est-à-dire, son rôle, c'était au début, ton équipe, c'est ton équipe qui a le ballon, cours, va dans le carré. C'était une guidance verbale au début, parce qu'au début, il n'y arrive pas. Et elle est là vraiment dans un processus d'apprentissage qui est impératif pour faire progresser cet élève. Petit à petit, le but, bien sûr, c'est de réduire ces recommandations, cette guidance, cette réactivation par l'ESH pour aller de plus en plus vers l'autonomie, parce que le but de l'inclusion, c'est d'aller aussi de plus en plus vers l'autonomie. Donc voilà pour la première proposition en basket. Donc là, j'ai aménagé moi le milieu. Aménagé le milieu. J'ai fait des fiches de planification et j'ai inclus aussi l'AESH qui est là. Alors, une proposition aussi en escalade.
Donc là, c'est et des troubles. Alors, je me suis trompé, hein, c'est pas TSA. Alors TSA, c'est les troubles du spectre autistique. On parle de spectre autistique. Là, je voulais parler de troubles et on peut le faire, de TDA, du trouble du déficit de l'attention. Vous en avez certainement dans vos classes des élèves qui ont du mal à fixer une attention, qui bougent. Il y en a, ils font des roulades sur le tapis quand ils y êtes, ou des élèves en situation de dyslexie qui, voilà, il peut avoir aussi des troubles associés. Donc là, pareil, hein, les connaissances théoriques, bon, on les a plus ou moins vues, vous avez plus ou moins vu dans vos cours, mais c'est un trouble souvent des fonctions exécutives, c'est-à-dire qu'il est nécessaire pour s'adapter, les capacités des fonctions exécutives, c'est la capacité nécessaire à une personne pour s'adapter à une situation nouvelle, pour qu'elle devienne routinière. Et les élèves qui souffrent de fonctions de ces troubles exécutifs, ils ont besoin absolument d'élaborer un plan d'action. Donc, moi, pour mes élèves, pour les aider à trouver un plan d'action, à fixer leur attention, en escalade, par exemple, j'avais des élèves, ils n'avaient pas de problème, mais au niveau cognitif, ils ne savaient pas du tout s'organiser. Prendre un baudrier, s'encorder, monter quelle voie, des bavardages, de l'inattention. Donc, ma proposition, c'est la diapositive suivante. Voilà, ça a été une fiche, alors pareil, c'est très petit, je suis désolé, c'est une fiche de guidage, voilà, de guidage. Étape 1, après l'échauffement, étape 1, tu dois t'entraîner en une nuit et vous avez une petite colonne, je ne sais pas si vous voyez, où vous devez signer, ici, quand j'ai fait cette étape. Étape 2, je vais faire le bloc jaune, la proposition rouge, et je signe quand j'ai fait mon bloc. J'écris le nombre de points marqués, étape 3, avec des petits pictogrammes. Ce n'est pas forcément des élèves en situation d'autisme, mais je me suis aperçu que ces tâches-là qui sont bons pour les élèves en situation d'autisme sont aussi bons pour certains élèves qui souffrent du trouble des déficits d'attention. Donc, par rapport aux troubles, j'ai mis en place des procédures qui marchent pour plusieurs types de besoins particuliers. À côté, ça c'est quelque chose, vous voyez, compte à rebours, c'est dans la gestion, dans la planification de la tâche, le temps. Ça, j'incite vraiment les professeurs de PS. Alors, on a souvent des vidéoprojecteurs maintenant dans les gymnases, à planifier le temps et à donner un temps. Ce qu'on va faire, c'est-à-dire cette tâche, elle va nous prendre 5 minutes, vous lancez le chrono, 5 minutes, ça rassure les élèves, ça donne une action, notamment pour aussi les élèves en situation d'autisme, ça les rassure, ça évite qu'ils partent voilà, dans des crises. Donc ça, voilà, c'est 2 types d'adaptation moi qui sont importantes que je vous conseille de mettre en place, c'est de timer aussi vos séquences et ça va être aussi bénéfique pour tout le reste de la classe. Jean, excuse-moi de te presser un petit peu, tu conclus pour qu'on puisse allez, ok, je conclue vers la fin de la soirée. Ok, donc il y avait un autre exemple en badminton, mais c'est le même principe, hein, voilà, sur des planifications de tâches. Exemple suivant, je voulais vous faire montrer une chose importante, moi que j'ai appris, la diapositive suivante, s'il te plaît, c'est la consigne. Voilà, je vous laisse 10 secondes pour lire la consigne et essayer de répondre à cette question. Je ne la dis pas exprès, il faut juste la lire. Qu'est-ce que vous feriez avec un stylo bleu et un stylo rouge? Voilà, les 10 secondes sont passées. Et là, c'est en fait, pour mettre en évidence, moi, j'ai aperçu que les professeurs mettaient souvent les élèves en échec avec leurs consignes. Ce n'est pas l'élève, ils ont un autre sens. Et le handicap m'a fait comprendre que la consigne, en fait, elle est hyper importante et il faut la rendre la plus explicite possible. Donc, la diapositive suivante, la réponse, en fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, mais la bonne réponse, c'était celle-là. C'était bien de colorier la deuxième case en rouge et la 5e case en bleu de la deuxième ligne. Là-dedans, il y avait 3 tâches, 3 consignes en une. Et on voit bien que la consigne a été différente. Hein, vous avez vu tout en haut, dans le deuxième tableau. En 1, tu coloris en bleu la 5e bande et en 2, tu coloris en rouge la 2e bande. Tout ça, c'est des petites choses. Tu peux passer à la diapositive suivante. Qui permettent aux professeurs d'être le plus explicite possible. Donc là, on ne voit pas trop, mais les adaptations, hein, j'ai presque fini, Bruno, les adaptations, c'est d'être le plus explicite possible, pas de mots à double sens en escalade, sec, ouvre une voie. Alors ça, c'est voilà, sec, au début, peut-être avoir cette culture commune pour l'avoir à la fin, mais au début, peut-être faire attention, notamment avec des élèves en situation d'autisme. Utiliser des verbes d'action. Tourne tes poignets plutôt que échauffe tes poignets. Voilà, des verbes d'action, ça peut être plus intéressant. Multiplier les supports, l'oral, l'écrit, ça c'est vraiment une spécificité de l'EPS. Hein, on utilise beaucoup l'oral. C'est vrai que l'écrit, le recours à l'écrit peut être vraiment important. La rétroprojecteur, je pense que c'est
primordial pour enseigner en EPS. Faire reformuler la consigne et utiliser des mots-clés. Voilà, dernière, je voulais quand même que tous les profs qui sont présents, vous ayez conscience de ce diagramme, savoir ce que c'est un PAI, un PPS, un PPRE, un PAP, à qui ça s'est écrit, je ne vais pas le déterminer, mais ça, vous le trouvez sur Internet. Si vous n'êtes pas au clair sur toutes ces notions, juste cette image est très bien faite et je vous conseille d'aller la voir. Je répète, ce n'est que des propositions et merci Jean. Merci Jean, désolé de te presser un petit peu sur ces propositions pratiques. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir accepté de participer à cette soirée. On voit qu'on était un peu à l'étroit par rapport à la dimension qui débordait d'ailleurs de la situation. A priori d'ailleurs, on a appelé ça EPS et inclusion. Et c'est vrai que nombre de propositions et de réflexions viennent nourrir une réflexion vraiment globale et totale sur l'EPS, sur l'école, plus globalement sur la société. Donc il y a sans doute des prolongements à réfléchir dans l'avenir. Alors pour finir cette soirée de l'éducation physique et sportive, quelques livres peut-être à vous conseiller pour les vacances, pour le temps libre. Alors pour commencer, 2 livres sur le football, un livre de littérature jeunesse, Le plus beau match de Madani, de Fran Pintea-Dera et de Raquel Catalina aux éditions Les Éléphants. Madani est un joueur de football exceptionnel. Il joue pieds nus, passement de jambes, tir, but. Leader de son équipe, tout le monde l'adore. Pour la finale, il a prévu de jouer son plus beau match. Il économise méthodiquement, match après match, un peu d'argent. Ses coéquipiers sont persuadés que Madani va revenir avec des chaussures. Le jour de la finale, Madani est en retard. Il est allé faire une course en ville. À découvrir et à faire découvrir aux plus jeunes une belle histoire sur la philosophie de la vie et pour savoir ce qu'il ramène, eh bien, je vous encourage à lire ce beau petit livre. Deuxième livre, La petite histoire du football de Étienne Guy aux éditions Odé Jacob. Vous pourriez vous attendre a priori à une histoire sur le football. Eh bien, pas du tout. C'est un livre de mathématiques, plus exactement un livre de géométrie. Étienne Guy, c'est mathématicien et secrétaire de l'Académie des sciences. Il œuvre depuis de nombreuses années pour la démocratisation des mathématiques. Dans cet ouvrage, il scrute, analyse, révèle les concepts géométriques qui permettent d'analyser les dessins sur le ballon de football ou encore sa trajectoire. Étienne Guy montrera comment construire un objet aussi proche de la sphère. Dessiner un ballon de foot est loin d'être un jeu d'enfant. Plusieurs dessinateurs sont dans l'erreur, et y compris d'ailleurs les panneaux qui indiquent les stades de football en Angleterre sont erronés du point de vue du dessin de foot. Petite anecdote qui pour autant ne révèle pas l'ensemble des secrets de ce ballon, et notamment pour avoir les secrets des ballons des différentes coupes du monde. Avec un tel livre, c'est sûr que les professeurs de mathématiques auront envie de parler football avec des élèves. Voilà un beau livre à offrir aux collègues profs de maths de la salle des profs. Panard, une revue à découvrir. Panard renoue avec la tradition littéraire des articles sportifs. La continuité de la revue des sports, on l'avait lu il y a quelque temps, les auteurs n'hésitent pas à écrire des articles sportifs qui dépassent les résultats sportifs et donnent toute sa valeur au fait total du sport, au fait social total du sport. Vous aurez plaisir cet été à découvrir ce numéro. Déjà un numéro 3 sur le sport, c'est politique. Un dernier ouvrage pour les amis grimpeurs, un petit livre pour vous. C'est pas un topo, mais un guide de grimpe. Son titre incarne sans doute la philosophie nécessaire de la grimpe, de rester so cool, aux éditions Pollen. À mi-chemin entre le BD et le guide, cet ouvrage lance une nouvelle collection des guides sur les pratiques sportives. Ce premier ouvrage a été réalisé par Romain Desgranges, champion du monde d'escalade et entraîneur national. Vous aurez plaisir à le feuilleter entre deux voix. Vous y trouverez des petits jeux, des présentations des spots majeurs, de la grimpe, mais aussi des conseils d'entraînement, des étirements. À destination des plus jeunes, ils devraient traîner au pied des murs d'escalade et sans doute à embarquer dans son sac à dos pour l'été. Merci beaucoup encore à tous et à toutes, à tous nos invités que nous avons vus dans cette saison 3 des soirées de l'éducation physique et sportive. Nous appelons nos auditeurs à nous envoyer des idées, des propositions, des suggestions, ce que vous avez envie pour nous aider à penser la saison 4 de ces soirées de l'éducation physique et sportive. Bonne soirée à tous et à toutes, un bel été et à bientôt. Et rendez-vous bien entendu le 6 juin pour continuer à lutter
pour que définitivement cette réforme des retraites soit supprimée. Ça veut dire quoi EPS? Étudiants de la physique et scientifique.